Bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Théodore Monteil, ancien député. Bonsoir Monsieur Monteil. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres ce soir. Naturellement, nous allons parler de cette campagne qui s'achève, qui fait l'actualité, une campagne parfois émaillée de violence verbale, physique, avec des passes d'armes par presse interposée. Le bilan que vous faites de cette campagne? Beaucoup de confusion d'abord entre campagne législative et campagne présidentielle. Ensuite, une fin de campagne, vous dites teintée de violence, moi je dis marquée de violence voulue par certaines coalitions, par certains grands leaders politiques. Et je pense que c'est une mauvaise image qu'on transmet aux jeunes. Il faut que les jeunes comprennent qu'aucun enfant d'un leader politique n'est jamais mort dans une manifestation. Donc il faut qu'ils fassent attention et qu'ils sachent que c'est à eux de se protéger contre ce genre de comportement. En tout cas, à chaque fois qu'on les appelle pour faire des tirs de barrage, ou bien en tout cas servir de barricade, c'est eux qui en pâtissent. Donc il faut qu'ils sachent que la politique, ce n'est pas la violence, la politique, c'est l'art de gouverner la cité et nous devons la faire avec beaucoup de gentlemen. Vous venez de parler de confusion en comparant cette campagne pour les législatives à une campagne pour les présidentielles. C'est un sentiment que vous partagez, on l'a vu tout à l'heure en regardant ce journal, avec de nombreux Sénégalais. Qu'est-ce qui explique selon vous cette confusion? Bon, cette confusion, c'est parce que justement les candidats, soit ils ne comprennent pas trop le rôle du député, soit en tout cas ils le font exprès. En tout cas, moi, sur les 41 listes que j'ai regardées, il y en a beaucoup qui parlent de contrats de législature. Mais quand vous regardez dans les contrats de législature, très souvent, ça touche dans les prérogatives de l'exécutif. Donc, soit ils ne comprennent pas, soit ils le font exprès pour promettre aux populations quelque chose qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas leur offrir quand ils seront élus. La seule coalition que j'ai vue, je ne veux pas faire de publicité, c'est Sénégal Kessé qui a quand même un contrat de législature en 12 points, même si certains points me semblent être discutables. En tout cas, pour certains, c'est des propositions de loi qui semblent tenir la route. Avec tous ces maires qui ont rallié le parti présidentiel à la dernière minute, on a vraiment eu cette impression d'être dans une élection municipale. Il est arrivé même des fois où on a parlé en filigrane de la bataille de Dakar, alors qu'on n'en est pas encore là pour le moment. Qu'est-ce qui explique selon vous cette agitation des hommes politiques du côté du pouvoir comme celui de l'opposition? En réalité, c'est l'ex-président Macky Sall qui a mis en place ce système de verrouiller l'élection au niveau communal. C'est vrai, c'est une élection départementale, mais le président Macky Sall avait compris que si on a les 57 maires du Sénégal entre ses mains, en tout cas une majorité des 57 maires, on peut influer sur les résultats du vote. Au début, on a vu Pastef rejeter cette pratique pendant très longtemps, mais je ne sais pas, à partir d'un certain moment, en tout cas, ils ont pensé que... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces maires sont en perte de vitesse. Ces maires, c'était des maires de Benno Bokk Yakaar qui ont été jugés sur la base du bilan de Macky Sall. C'est ça qui a fait que le président Bassirou Diomaye Faye, le candidat, a battu Benno Bokk Yakaar au premier tour avec plus de 54%. Donc, aller chercher des gens que les Sénégalais ont rejetés pour pouvoir gagner, ça me semble très bizarre. Pour vous, ce n'est pas une stratégie payante? En tout cas, ce n'est pas stratégique, si vous préférez. Pour moi, ce n'est pas stratégique. Ce qui fait que les Sénégalais ont rejeté le président Macky Sall fera qu'ils rejetteront forcément ces maires. Maintenant, si c'est une stratégie de foule, vous savez, la stratégie de foule, c'est la bataille de l'opinion. On montre une grande foule et on influe sur ce qu'on appelle la masse silencieuse. Les gens qui restent chez eux et qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont voter. Beaucoup peuvent basculer par la vue de la foule. Au Sénégal, il y a beaucoup d'esprits faibles, de plus en plus de gens qui ne sont pas éduqués, presque 70% d'analphabètes. C'est le principal travail qu'on doit faire justement pour éviter que les jeunes Sénégalais et les moins jeunes ne soient contraints dans leur prise de décision par un travail
comment je peux appeler ça, presque de lavage de cerveau. Donc, donc moi je pense que toutes ces foules qui sont drainées ne sont pas forcément des électeurs, mais ils vont influer sur la masse silencieuse qui ne sait pas où est-ce qu'ils vont voter, et cette influence peut arriver jusqu'au dernier jour de la campagne électorale. Alors, des électeurs, justement, nous regardent ce soir. Vous avez été ancien député. Je pense qu'il serait quand même assez important de rappeler ce soir à tous ceux qui nous regardent, qui vont se rendre aux urnes ce dimanche, quel est le rôle d'un député, Monsieur Monteil? Le député, il a 3 rôles, essentiellement. Moi, c'était le triptyque de ma campagne en 2017. Je contrôle, je légifère. Je légifère, je contrôle, je représente. Donc la représentation, c'est le premier rôle du député. On vous envoie à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple souverain. Parce que dans la Constitution sénégalaise, il est dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exprime à travers des représentants à l'Assemblée nationale. Donc, le député, il n'est pas à l'Assemblée nationale ni pour lui-même, ni pour son parti, ni pour sa coalition. Bien sûr, il est investi par une coalition ou par un parti, mais dès lors qu'il franchit les portes de l'Assemblée nationale, il devient un représentant du peuple sénégalais. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la légifération. Le député est le seul habilité à voter les lois. La prérogative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés, mais seul le député vote les lois. Et le troisième rôle du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, aujourd'hui couplé à ce qu'on appelle le contrôle des politiques publiques, qui ne s'exerce pas vraiment aujourd'hui au Sénégal par manque de moyens et en tout cas par une... Quand je vais utiliser le mot incompétence, les gens peut-être le prendront mal, mais l'incompétence, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire quand on n'est pas capacité sur une chose. Le ministre qui vient à l'Assemblée nationale, il vient avec une équipe technique, des financiers, des géographes, des aménagistes. Le député, il n'a pas tout ça. Et aucun député ne peut se prévaloir d'avoir toutes les compétences dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire un suivi des politiques publiques parce que le député n'est pas doté de ses assistants parlementaires lui permettant de pouvoir faire ce rôle. Mais essentiellement, c'est la représentation, la légifération et le contrôle de l'action gouvernementale. Au-delà de ça, les députés ne peuvent rien faire d'autre. Il ne peut pas construire d'école, il ne peut pas faire de route, il ne peut pas faire de forage. Oui, ils vont à l'Assemblée dire, monsieur le ministre, il n'y a pas de forage chez moi, et le ministre lui fait un forage. Ça veut dire que ça, c'est du clientélisme. Ce n'est pas du travail, ce n'est pas dans une république. Les choses doivent être inscrites dans des politiques publiques à travers des programmes projets pour les réaliser, quelle que soit par ailleurs l'appartenance du député et de la localité. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette campagne, eu égard à toute la violence qui a été déployée, je disais tantôt physique et verbale. Pensez-vous vraiment que l'on puisse aboutir à l'installation sereine d'une 15e législature? Je pense que les Sénégalais savent voter. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Il peut y avoir beaucoup de violence physique, beaucoup de violence verbale. Mais je pense que dimanche 17, les Sénégalais iront voter dans la sérénité et le 18, nous retournerons au travail. L'une des violences les plus marquantement, en tout cas, que j'ai remarqué dans cette campagne, c'est celle j'oublie même son nom, tellement il m'horripile, celui qui se met à combattre les Peuls, les étrangers. Le Sénégal, le Sénégal est un pays d'accueil. Les Peuls qui vivent au Sénégal, ce sont des Sénégalais, nés au Sénégal. Il faut qu'on fasse attention. On ne peut plus séparer le Sénégal, la Guinée et le Mali. Ce sur quoi il faut qu'on travaille d'ailleurs, c'est fusionner ces 3 pays. Ça nous donnera beaucoup plus de force et ça donnera beaucoup plus de cohésion à notre population. Parce que le peuplement du Sénégal vient de là-bas. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Les Mandingues qui sont installés à Dakar viennent du Mali. Et ça date de très longtemps. L'État du Sénégal n'existait pas encore. C'était des royaumes. Il faut qu'on fasse attention. Ce type de... discours nationaliste. Moi, je dis qu'il n'y a pas de discours... Moi, je dis on peut être patriote. Un nationaliste, c'est un haineux. C'est un haineux. On le voit partout dans le monde. Les nationalistes, ce sont des haineux. C'est les gens qui indexent l'étranger parce que eux, ils ne savent pas s'exprimer réellement chez eux. La nature a horreur du vide.
Si vous ne faites rien, l'étranger viendra s'installer. Ce n'est pas parce que le Peul possède la boutique du coin qu'on doit se dire, on doit le sortir. On l'a fait avec les Mauritaniens. Ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, il faut que les Sénégalais soient. Moi, je donne jamais de consigne de vote, mais je pense qu'un monsieur comme ça, on devrait le sanctionner. Il est d'ailleurs, bonne transition, l'invité de Pape Ngagne Ndiaye, Tahirou Sarr, ce soir, juste après le soir d'info, dans votre émission Pinch Biñu Bëgg, la dernière émission donc de cette campagne électorale. Je pense qu'il vous aura entendu et qu'il aura l'occasion d'expliquer son ton et son discours. Jadis, à pareil moment, M. Monteil, les députés se penchaient déjà sur ce qu'on appelle le marathon budgétaire. Sera-t-il possible à cette allure de mettre en place, mais vraiment en un temps record, un nouveau Parlement, de recevoir le Premier ministre pour sa déclaration de politique générale, de passer à l'adoption des budgets avant le mois de décembre? Et quelle incidence un retard pourrait-il engendrer sur le fonctionnement de l'État? En fait, on ne pourra pas avoir un budget au mois de décembre, mais on pourra avoir un budget autour de mi-février. Parce que, bon an, mal an, les résultats des élections sont obtenus 15 jours après les résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel se prononce généralement 15 jours après. Et si on installe dans la foulée la nouvelle assemblée et que le gouvernement, en tout cas, est prêt, j'ai vu beaucoup de DG et de ministres aller en campagne, parce qu'il faut que le budget, le projet de loi de finances soit déposé sur la table de l'Assemblée nationale le premier jour de l'ouverture de la session ordinaire. Donc il faut que, si tout est prêt, 15 jours après l'élection du 17, on est en début décembre. Donc début décembre, il faut 60 jours pour voter la loi de finances. Fin janvier, on aura fini. Et je pense que mi-février, le président de la République pourra dérouler son budget. Maintenant, si on n'y arrive pas, il a toujours les leviers constitutionnels pour exécuter le budget sans passer par l'Assemblée nationale. Alors, dans cette campagne, je disais tout à l'heure, à l'entame de l'émission, on a constaté des alliances improbables, des politiques qui naguère se regardaient en chien de faïence, qui se retrouvent au sein d'une même intercoalition. L'exemple de Takku Wallu à Dakar avec Sall et Dias au sein d'une même coalition. Finalement, on est tenté de se demander s'il existe de l'éthique dans la façon de faire de la politique au Sénégal. Vous savez, l'éthique et la politique ne font pas bon ménage. L'éthique et la politique ne font pas bon ménage, mais la politique à la base, telle que ça a été défini, en tout cas dans un cadre démocratique tel que ça a été pratiqué à Athènes, rimait avec éthique. Aujourd'hui, on voit du tout. On voit du tout, mais c'est parce que les gens les Sénégalais ne sont pas assez regardants dans leurs sanctions. C'est-à-dire, et ça, encore une fois, c'est dû au fait que beaucoup de gens dans ce pays ne sont pas capables de se faire une opinion par eux-mêmes. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut pour ça. On s'est attelé à détruire notre école pendant 30-35 ans. Et le résultat qu'on a aujourd'hui, sur une génération, on est en train de basculer. Pour modifier les choses, il faudra qu'on reprenne le tout à la base, c'est-à-dire qu'on reprenne les enfants de 7 ans et que sur une génération, on en fasse de bons citoyens. C'est ce qui a été fait au Japon, c'est ce qui a été fait en Corée. J'entends les gens dire, nous allons adopter le modèle coréen, nous allons adopter le modèle japonais. Mais le modèle coréen se fait avec des Coréens. Il ne se fait pas avec des Sénégalais. Le modèle japonais se fait avec des Japonais, il ne se fait pas avec des Sénégalais. Si nous voulons être comme les Coréens, en tout cas si nous voulons avoir les mêmes résultats que les Coréens et les Japonais, il faudra qu'on travaille à le ressembler dans le cadre de notre éducation et en restant dans notre culture propre. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a une école complètement détruite. On a 3 systèmes scolaires. Le Dahara, l'école de la République et les Dianguisés qui sont ce que j'appelle les gens qui sont passés dans aucun système. C'est les marchands ambulants qui n'ont pas de perspective, qui pensent que toute leur vie, ils vont porter des choses à bras le corps pour les vendre. Quand vous êtes dans un tel système éducatif, il n'y a aucun résultat possible. Il n'y a aucun résultat possible. Les gens, ils rêvent de choses
Vous ne pouvez pas récolter le fruit d'une plante que vous n'avez pas plantée. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on travaille à la base pour y arriver et ça prend du temps. Au Sénégal, on est des court-termistes, alors que le développement d'un pays, c'est au minimum une génération, mais avec beaucoup, beaucoup de travail. Et parlez-moi. Au Sénégal, on parle beaucoup et on agit très peu. Alors, dernière question, on l'a vu, hein, côté mobilisation dans le reportage, le parti au pouvoir semble avoir raflé la mise. Le parti PASTEF risque de rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. C'est un parti très jeune, qui va proposer également des députés certainement novices dans cet exercice. Quel conseil leur donnez-vous? Apprendre. On ne peut pas, un nouveau parlementaire, il est obligé d'apprendre. Moi, je dis, les gens ont tendance à dire que la 14e législature est nulle. Je dis, aucune législature n'est nulle. On ne peut pas arriver à l'Assemblée nationale et tout connaître d'un seul coup. Moi, quand j'arrivais à l'Assemblée nationale en 2017, je n'avais aucune connaissance du fonctionnement de l'Assemblée nationale. En 5 ans, j'ai appris. Si j'étais parti sur une autre législature, j'aurais commencé à agir. Donc il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils lisent le règlement intérieur, il y a beaucoup de choses à changer dessus. Il faut qu'ils sachent faire une lecture croisée entre le règlement intérieur et la Constitution. Les deux sont liés. Il faut qu'ils sachent qu'une loi n'est pas isolée quelque part, qu'elle a aussi des décrets d'application. Tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est des questions que vous posez à votre entourage. Je leur conseille, arriver à l'Assemblée nationale, de s'attacher l'aide de leurs jeunes frères qui sont à l'université, les doctorants et tout. Ils s'y connaissent mieux et donc ils leur donneront les bons conseils, des financiers. Ils ont tous des amis qui ont des compétences quelque part. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Chaque fois que j'avais une loi, je le faisais lire par des compétences et en fonction des rendus que j'avais, je préparais mes allocutions à la tribune. Théodore Monteil, merci. Merci beaucoup, Sarah. D'avoir été des nôtres ce soir. C'est fini pour Soir d'Info. Merci de l'avoir suivi. Mais je vous rappelle, l'émission de Papa Ngania est la dernière de cette campagne pour les législatives. Pench Bignou Bug qui reçoit ce soir Tahirou Sarr. Cette émission sera suivie de Giancarlo, votre émission fétiche du vendredi. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Très belle soirée avec les programmes de la TFM, mais surtout, bon début de week-end à toutes et à tous.